L'affaire Le Rouge de Émile Gaboriau. Partie 3 du livre audio, chapitre 5. Dans le bail de madame Gerdy se trouvait compris, au rez-de-chaussée, un local qui autrefois servait de remise. Elle en avait fait comme un capharnaüm où elle entassait toutes les vieilleries du ménage, meubles inutiles, ustensiles hors de service, objets de rebut ou encombrants. On y serrait aussi la provision de bois et de charbon de l'hiver. Cette ancienne remise avait, sur la rue, une petite porte longtemps condamnée. Depuis plusieurs années, Noël l'avait fait réparer en secret, y avait adapté une serrure. Il pouvait, par là, entrer et sortir à toute heure, échappant ainsi au contrôle du concierge, c'est-à-dire de toute la maison. C'est par cette porte que sortait l'avocat, non sans employer les plus grandes précautions pour l'ouvrir et pour la refermer. Une fois dehors, il resta un moment immobile sur le trottoir, comme s'il eût hésité sur la route à prendre. Il se dirigeait lentement vers la gare Saint-Lazare, quand un fiacre vint à passer. Il fit signe au cocher, qui retint son cheval et amena la voiture sur le bord de la chaussée. « Rue du Faubourg Montmartre, au coin de la rue de Provence, » dit Noël en montant. « Et bon train !» À l'endroit indiqué, l'avocat descendit du fiacre et paya le cocher. Quand il le vit assez loin, il s'engagea dans la rue de Provence, et, après une centaine de pas, sonna à la porte d'une des plus belles maisons de la rue. Le cordon fut immédiatement tiré. Lorsque Noël passa devant la loge, le portier lui adressa un salut respectueusement protecteur, amical en même temps. Un de ces saluts que les portiers de Paris tiennent en réserve pour les locataires selon leur cœur, mortels généreux à la main toujours ouverte. Arrivé au second étage, l'avocat s'arrêta, tira une clé de sa poche et entra comme chez lui dans l'appartement du milieu. Mais au grincement, bien léger pourtant, de la clé dans la serrure, une femme de chambre, assez jeune, assez jolie, à l'œil effronté, était accourue. « Ah, monsieur !» s'écria-t-elle. Cette exclamation lui échappa juste assez haut pour pouvoir être entendue à l'extrémité de l'appartement et servir de signal au besoin. C'était comme si elle eût crié « Gare !» Noël ne sembla pas le remarquer. « Madame est là ?» fit-il. « Oui, monsieur, et bien en colère après monsieur. Dès ce matin, elle voulait envoyer chez monsieur. Ce tantôt, elle parlait d'y aller elle-même. J'ai eu bien du mal à l'empêcher de désobéir aux ordres de monsieur. »« C'est bien, » dit l'avocat. « Madame est dans le fumoir, » continua la femme de chambre. « Je lui prépare une tasse de thé. Monsieur en prendra-t-il une ?»« Oui, » répondit Noël. « Éclairez-moi, Charlotte. » Il traversa successivement une magnifique salle à manger, un splendide salon doré, style Louis XIV, et pénétra dans le fumoir. C'était une pièce assez vaste, dont le plafond était remarquablement élevé. On devait s'y croire à 3000 lieues de Paris, chez quelque opulent sujet du Fils du ciel. Meubles, tapis, tentures, tableaux, tout venait bien évidemment en droite ligne de Hong Kong ou de Shanghai. Une riche étoffe de soie à personnages vivement enluminés habillait les murs et se drapait devant les portes. Tout l'empire du milieu y défilait dans des paysages vermillons, mandarins pensus, entourés de leurs porte-lanternes. Lettrés abrutis par l'opium, endormis sous des parasols. Jeunes filles aux yeux retroussés, trébuchant sur leurs pieds serrés de bandelettes. Le tapis d'un tissu dont la fabrication est un secret pour l'Europe était semé de fruits et de fleurs d'une perfection à tromper une abeille. Sur la soie, qui cachait le plafond, quelques grands artistes de Pékin avaient peint de fantastiques oiseaux ouvrant sur un fond d'azur leurs ailes de pourpre et d'or. Des baguettes de laque, précieusement incrustées de nacre, retenaient les draperies et dessinaient les angles de l'appartement. 2 bahuts bizarres occupaient entièrement un des côtés de la pièce. Des meubles aux formes capricieuses et incohérentes, des tables à dessus de porcelaine, des chiffonnières de bois précieux encombraient les moindres recoins. Puis c'étaient des étagères achetées chez Lienzi, le Tahan de Tsu-Tchéou, la ville artistique.
1000 curiosités impossibles et coûteuses, depuis les bâtons d'ivoire qui remplacent nos fourchettes, jusqu'aux tasses de porcelaine plus minces qu'une bulle de savon, miracle du règne de Qianlong. Un divan très large et très bas, avec des piles de coussins recouverts en étoffe pareille à la tenture, régnait au fond du fumoir. Il n'y avait pas de fenêtre, mais bien une grande verrière, comme celle des magasins, double et à panneaux mobiles. L'espace vide, d'1 mètre environ, ménagé entre les glaces de l'intérieur et celles de l'extérieur, était rempli de fleurs les plus rares. La cheminée absente était remplacée par des bouches de chaleur adroitement dissimulées qui entretenaient dans le fumoir une température à faire éclore des verres à soie, véritablement en harmonie avec l'ameublement. Quand Noël entra, une femme jeune encore était pelotonnée sur le divan et fumait une cigarette. En dépit de la chaleur tropicale, elle était enveloppée de grands châles de cachemire. Elle était petite, mais seules les femmes petites peuvent réunir toutes les perfections. Les femmes dont la taille dépasse la moyenne doivent être des essais ou des erreurs de la nature. Si belles qu'elles puissent être, toujours elles pèchent par quelque endroit, comme l'œuvre d'un statuaire qui, même ayant du génie, aborderait pour la première fois la grande sculpture. Elle était petite, mais son cou, ses épaules et ses bras avaient des rondeurs exquises. Ses mains, aux doigts retroussés, aux ongles roses, semblaient des bijoux précieusement caressés. Ses pieds, chaussés de bas de soie, presque aussi épais qu'une toile d'araignée, étaient une merveille. Ils rappelaient non le pied par trop fabuleux que Cendrillon fourrait dans une pantoufle de verre, mais le pied très réel, très célèbre et plus palpable, dont une belle banquière aime à donner le modèle en marbre, en plâtre ou en bronze à ses nombreux admirateurs. Elle n'était pas belle, ni même jolie, cependant sa physionomie était de celles qu'on oublie guère, et qui frappent du coup de foudre de Bayle. Son front était un peu haut et sa bouche trop grande, malgré la provocante fraîcheur des lèvres. Ses sourcils étaient comme dessinés à l'encre de Chine. Seulement le pinceau avait trop appuyé et il lui donnait l'air dur lorsqu'elle oubliait de les surveiller. En revanche, son teint uni avait une riche pâleur dorée, ses yeux noirs veloutés possédaient une énorme puissance magnétique. Ses dents brillaient de la blancheur nacrée de la perle et ses cheveux, d'une prodigieuse opulence, étaient fins et noirs, ondés, avec des reflets bleuâtres. En apercevant Noël, qui écartait la portière de soie, elle se souleva à demi, s'appuyant sur son coude. « Enfin, vous voici, fit-elle d'une voix aigrelette. C'est fort heureux. » L'avocat avait été suffoqué par la température sénégalienne du fumoir. « Quelle chaleur, dit-il, on étouffe ici. »« Vous trouvez, reprit la jeune femme. Eh bien, moi je grelotte. Il est vrai que je suis très souffrante. Poser m'est insupportable, me prend sur les nerfs, et je vous attends depuis hier. » Il m'a été impossible de venir, objecta Noël. Impossible. Vous saviez cependant, continua la dame, qu'aujourd'hui est mon jour d'échéance et que j'avais beaucoup à payer. Les fournisseurs sont venus, pas un sou à leur donner. On a présenté le billet du carrossier, pas d'argent. Ce vieux filou de Clergeau, auquel j'ai souscrit un effet de 3000 francs, m'a fait un tapage affreux. Comme c'est agréable. Noël baissa la tête comme un écolier que son professeur gronde le lundi parce qu'il n'a pas fait les devoirs du dimanche. « Ce n'est qu'un jour de retard, murmura-t-il. « Et ce n'est rien, n'est-ce pas ?» riposta la jeune femme. « Un homme qui se respecte, mon cher, laisse protester sa signature s'il le faut, mais jamais celle de sa maîtresse. Pour qui donc voulez-vous que je passe ? Ignorez-vous que je n'ai à attendre de considération que de mon argent ? Du jour où je ne paye plus, bonsoir. » « Ma chère Juliette, » prononça doucement l'avocat. Elle l'interrompit brusquement. « Oui, c'est fort joli, » poursuivit-elle. « Ma Juliette adorée, tant que vous êtes ici, c'est charmant. Mais vous n'avez pas plutôt tourné les talons qu'autant on emporte le vent. Savez-vous seulement, une fois dehors, s'il existe une Juliette ?»« Comme vous êtes injuste, » répondit Noël. « N'êtes-vous pas sûr que je pense toujours à vous ? Ne vous l'ai-je pas prouvé des milliers de fois ? Tenez,
Je vais vous le prouver encore à l'instant. » Il tira de sa poche le petit paquet qu'il avait pris dans son bureau et le développant, il montra un charmant écrin de velours. « Voici, dit-il, le bracelet qui vous faisait tant envie il y a 8 jours à l'étalage de Beaugrand. » Madame Juliette, sans se lever, tendit la main pour prendre l'écrin, l'entr'ouvrit avec la plus nonchalante indifférence, y jeta un coup d'œil et dit seulement « Ah ! Est-ce bien celui-ci » demanda Noël. « Oui, mais il me semblait beaucoup plus joli chez le marchand. » Elle referma l'écrin et le jeta sur une petite table placée près d'elle. « Je n'ai pas de chance ce soir, » fit l'avocat avec dépit. « Pourquoi cela ? » « Je vois bien que ce bracelet ne vous plaît pas. »« Mais si, je le trouve charmant. D'ailleurs, il me complète les 2 douzaines. » Ce fut au tour de Noël de dire « Ah !» Et comme Juliette se taisait, il ajouta « S'il vous fait plaisir, il n'y paraît guère. »« Vous y voilà donc !» s'écria la dame. « Je ne vous semble pas assez enflammé de reconnaissance. Vous m'apportez un présent et je dois immédiatement le payer comptant, remplir la maison de cris de joie et me jeter à vos genoux en vous appelant grand et magnifique seigneur. » Noël ne put retenir un geste d'impatience que Juliette remarqua fort bien et qui la ravit. « Cela suffirait-il ? » continua-t-elle. « Faut-il que j'appelle Charlotte pour lui faire admirer ce bracelet superbe, monument de votre générosité ? Voulez-vous que je fasse monter le portier et descendre ma cuisinière pour leur dire combien je suis heureuse de posséder un amant si magnifique ?» L'avocat haussait les épaules en philosophe que ne saurait toucher les railleries d'un enfant. « À quoi bon ces plaisanteries blessantes ? » dit-il. « Si vous avez contre moi quelques griefs sérieux, mieux vaut le dire simplement et sérieusement. »« Soit, soyons sérieux, » répondit Juliette. « Je vous dirai, cela étant, que mieux valait oublier ce bracelet et m'apporter hier soir ou ce matin les 8 000 francs dont j'avais besoin. » Je ne pouvais venir. Il fallait les envoyer. Il y a encore des commissionnaires au coin des rues. Si je ne les ai ni apportés ni envoyés, ma chère amie, c'est que je ne les avais pas. J'ai été obligé de beaucoup chercher avant de les trouver, et on me les avait promis pour demain seulement. Si je les ai ce soir, je le dois à un hasard sur lequel je ne comptais pas il y a 1 heure, et que j'ai saisi aux cheveux au risque de me compromettre. « Pauvre homme !» fit Juliette d'un ton de pitié ironique. « Vous osez me dire que vous êtes embarrassé pour trouver 10 000 francs, vous ? » ?»« Oui, moi. » La jeune femme regarda son amant et partit d'un éclat de rire. « Vous êtes superbe dans ce rôle de jeune homme pauvre, dit-elle. »« Ce n'est pas un rôle. »« Que vous dites, mon cher ? Mais je vous vois venir. Cet aimable aveu est une préface. Demain, vous allez vous déclarer très gêné, et après-demain, c'est l'avarice qui vous travaille. Cette vertu vous manquait. Ne sentez-vous pas des remords de l'argent que vous m'avez donné ? » « Malheureuse, » murmura Noël révolté. « Vrai, » continua la dame, « je vous plains, oh, mais considérablement. Amant infortuné. Si j'ouvrais une souscription pour vous, à votre place, je me ferais inscrire au bureau de bienfaisance. » La patience échappa à Noël, en dépit de sa résolution de rester calme. « Vous croyez rire ?» s'écria-t-il. « Eh bien, apprenez-le, Juliette, je suis ruiné, et j'ai épuisé mes dernières ressources. J'en suis aux expédients. » L'œil de la jeune femme brilla. Elle regarda tendrement son amant. « Oh, si c'était vrai, mon gros chat, dit-elle, si je pouvais te croire. » L'avocat reçut ce regard en plein dans le cœur. Il fut navré. « Elle me croit, pensa-t-il, et elle est ravie. Elle me déteste. » Il se trompait. L'idée qu'un homme l'avait assez aimée pour se ruiner froidement avec elle, sans jamais laisser échapper un reproche, transportait cette fille. Elle se sentait près d'aimer, déchu et sans le sou, celui qu'elle détestait, riche et fier. Mais l'expression de ses yeux changea bien vite. « Bête que je suis !» s'écria-t-elle. « J'allais pourtant donner là-dedans et m'attendrir. Avec cela, que vous êtes bien un monsieur à lâcher votre monnaie à doigts écartés. À d'autres, mon cher, tous les hommes aujourd'hui comptent comme des prêteurs sur gage.
Il n'y a plus à se ruiner que de rares imbéciles, quelques moutards vaniteux et de temps à autre un vieillard passionné. Or, vous êtes un gaillard très froid, très grave, très sérieux et surtout très fort. Pas avec vous, toujours, murmura Noël. Bast, laissez-moi donc tranquille. Vous savez bien ce que vous faites. En guise de cœur, vous avez un gros double zéro comme à Hambourg. Quand vous m'avez prise, vous vous êtes dit « Je vais me payer de la passion pour tant ». Et vous vous êtes tenu parole. C'est un placement comme un autre, dont on reçoit les intérêts en agrément. Vous êtes capable de toutes les folies du monde à raison de 4000 francs par mois, prix fixe. S'il fallait 20 sous de plus, vous reprendriez bien vite votre cœur et votre chapeau pour les porter ailleurs, à côté, à la concurrence. C'est vrai, répondit froidement l'avocat, je sais compter, et cela m'est prodigieusement utile. Cela me sert à savoir au juste où et comment a passé ma fortune. Vous le savez, vraiment? Ricana Juliette. Et je puis vous le dire, ma chère. D'abord, vous avez été peu exigeante, mais l'appétit vient en mangeant. Vous avez voulu du luxe, vous l'avez eu. Un mobilier splendide, vous l'avez. Une maison montée, des toilettes extravagantes, je n'ai rien su refuser. Il vous a fallu une voiture, un cheval. J'ai répondu, soit. Et je ne parle pas de 1000 fantaisies. Je ne compte ni ce cabinet chinois, ni les 2 douzaines de bracelets. Ce total est de 400 000 francs. Vous en êtes sûr? Comme quelqu'un qui les a eus et qui ne les a plus. 400 000 francs? Juste. Il n'y a pas de centimes? Non. Alors, mon cher, si je vous présentais ma facture, vous seriez en reste. La femme de chambre, qui entrait apportant le thé sur un plateau, interrompit ce duo d'amour dont Noël avait fait plus d'une répétition. L'avocat se tut à cause de la soubrette. Juliette garda le silence à cause de son amant, car elle n'avait pas de secret pour Charlotte, qui la servait depuis 3 ans et à laquelle, en bon cœur, elle passait tout, même un amoureux, joli homme, qui coûtait assez cher. Madame Juliette Chafour était parisienne. Elle devait être née vers 1839, quelque part sur les hauteurs du faubourg Montmartre, d'un père complètement inconnu. Son enfance fut une longue alternative de roulées et de caresses également furieuses. Elle vécut mal, de dragées ou de fruits avariés. Aussi possédait-elle un estomac à toute épreuve. À 12 ans, elle était maigre comme un clou, verte comme une pomme en juin et plus dépravée que Saint-Lazare. Prudhomme aurait dit que cette précoce coquine était totalement destituée de moralité. Elle n'avait pas la plus vague notion de l'idée abstraite que représente ce substantif. Elle devait supposer l'univers peuplé d'honnêtes gens vivant comme madame sa mère, et les amis et les amies de madame sa mère. Elle ne craignait ni Dieu ni diable, mais elle avait peur des sergents de ville. Elle redoutait aussi certains personnages mystérieux et cruels dont elle entendait parler de temps à autre, qui habitent près du palais de justice et éprouvent un malin plaisir à faire du chagrin aux jolies filles. Comme sa beauté ne donnait aucune espérance, on allait la mettre dans un magasin quand un vieux et respectable monsieur, qui avait connu sa maman autrefois, lui accorda sa protection. Ce vieillard, prudent et prévoyant comme tous les vieillards, était un connaisseur et savait que pour récolter, il est indispensable de semer. Il voulut d'abord badigeonner sa protégée d'un vernis d'éducation. Il lui donna des maîtres, un professeur de musique, un professeur de danse, qui, en moins de 3 ans, lui apprirent à écrire, un peu de piano, et les premières notions d'un art qui a fait tourner la tête à plus d'un ambassadeur, la danse. Ce qu'il ne lui donna pas, c'est un amant. Elle en choisit un elle-même, un artiste, qui ne lui apprit rien de bien neuf, mais qui l'enleva au vieillard avisé pour lui offrir la moitié de ce qu'il possédait, c'est-à-dire rien. Au bout de 3 mois, en ayant assez, elle quitta le nid de ses premières amours avec toute sa garde-robe nouée dans un mouchoir de coton. Pendant les 4 années qui suivirent, elle vécut peu de la réalité, beaucoup de cette espérance qui n'abandonne jamais une femme qui se sait de jolis yeux. Tour à tour, elle disparut dans les bas-fonds ou remonta à fleur d'eau. 2 fois la fortune gantée de frais vint frapper à sa porte, sans qu'elle eût la présence d'esprit de la retenir par un pan de son paletot.
Elle venait de débuter à un petit théâtre avec l'aide d'un cabotin et débitait même assez adroitement ses rôles quand Noël, par le plus grand des hasards, la rencontra, l'aima et en fit sa maîtresse. Son avocat, comme elle disait, ne lui déplaisait pas trop dans les commencements. Après quelques mois, il l'assommait. Elle lui en voulait de ses manières douces et polies, de ses façons d'homme du monde, de sa distinction, du mépris qu'il dissimulait à peine pour ce qui est bas et vil, et surtout de son inaltérable patience que rien ne démontait. Son grand grief contre lui, c'est qu'il n'était pas drôle, et encore qu'il se refusait absolument à la conduire dans les bons endroits où règne une gaieté sans préjugés. Pour se distraire, elle commença à gaspiller de l'argent, et à mesure que grandissait son ambition et que croissaient les sacrifices de son amant, son aversion pour lui augmentait. Elle le rendait le plus malheureux des hommes et le traitait comme un chien. Et ce n'était pas par mauvais naturel, mais de parti pris, par principe. Elle avait cette persuasion qu'une femme est aimée en raison directe des soucis qu'elle cause et du mal qu'elle fait. Juliette n'était pas méchante, et elle se jugeait très à plaindre. Son rêve aurait été d'être aimée d'une certaine façon, qu'elle sentait bien, mais qu'elle expliquait mal. Pour ses amants, elle n'avait été qu'un jouet ou un objet de luxe, elle le comprenait, et, comme elle était impatiente du mépris, cette idée la rendait enragée. Elle souhaitait un homme qui lui fût dévoué et qui risquât beaucoup pour elle, un amant descendant jusqu'à elle et ne cherchant pas à l'élever jusqu'à lui. Elle désespérait de ne le rencontrer jamais. Les folies de Noël la laissaient froide comme glace. Elle le supposait fort riche et, chose singulière, en dépit de sa très réelle avidité, elle se souciait fort peu de l'argent. Noël l'aurait peut-être gagné par une franchise brutale en lui faisant toucher du doigt sa situation. Il la perdit par la délicatesse même de sa dissimulation, en lui laissant ignorer l'étendue des sacrifices qu'il faisait pour elle. Lui l'adorait. Jusqu'au jour fatal où il l'a connue, il avait vécu comme un sage. Cette première passion l'incendia, et du désastre il ne sauva que les apparences. Les 4 murs restaient debout, mais la maison était brûlée. Les héros ont leur endroit faible. Achille périt par le talon. Les plus adroits lutteurs ont des défauts à leur cuirasse. Par Juliette, Noël était vulnérable et donnait prise à tout et à tous. Pour elle, en 4 ans, ce jeune homme modèle, cet avocat à réputation immaculée, ce moraliste austère, avait dévoré non seulement sa fortune personnelle, mais celle de madame Gerdy. Il aimait sa Juliette follement, sans réflexion, sans mesure, les yeux fermés. Près d'elle, il oubliait toute prudence et pensait tout haut. Dans son boudoir, il dénouait le masque de sa dissimulation habituelle et ses vices s'étiraient à l'aise comme les membres dans une étuve. Il se sentait si bien sans courage et sans force contre elle que jamais il n'essaya de lutter. Elle le possédait. Parfois, il avait tenté de se roidir contre des caprices insensés. Elle le faisait plier comme l'osier. Sous les regards noirs de cette fille, il sentait ses résolutions fondre plus vite que la neige au soleil d'avril. Elle le torturait, mais elle avait assez de puissance pour tout effacer d'un sourire, d'une larme et d'un baiser. Loin de l'enchanteresse, la raison lui revenait par intervalles, et dans ces moments lucides, il se disait « Elle ne m'aime pas, elle se joue de moi ». Mais la foi avait poussé dans son cœur de si profondes racines qu'il ne pouvait l'en arracher. Il faisait montre d'une jalousie terrible et s'en tenait à de vaines démonstrations. Il eut à différentes reprises de fortes raisons de suspecter la fidélité de sa maîtresse. Jamais il n'eut le courage d'éclaircir ses soupçons. Il faudrait la quitter, pensait-il, si je ne me trompais pas, ou alors tout accepter dans l'avenir. À l'idée d'abandonner Juliette, il frémissait et sentait sa passion assez lâche pour passer sous toutes les fourches caudines. Il préférait des doutes désolants à une certitude plus affreuse encore. La présence de la femme de chambre, qui mit assez longtemps à disposer tout ce qui était nécessaire pour prendre le thé, permit à Noël de se remettre. Il regardait Juliette, et sa colère s'envolait. Déjà, il en était à se demander s'il n'avait pas été un peu dur pour elle. Quand Charlotte se fut retirée,
Il vint s'asseoir sur le divan près de sa maîtresse et, arrondissant son bras, il voulut la prendre par le cou. « Voyons, disait-il d'une voix caressante, tu as été assez méchante comme cela ce soir. Si j'ai eu tort, tu m'as suffisamment punie. Faisons la paix et embrasse-moi. » Elle le repoussa durement, en disant d'un ton sec. « Laissez-moi. Combien de fois dois-je vous répéter que je suis très souffrante ce soir ?» « Tu souffres, mon ami ?» reprit l'avocat. « Où ? Veux-tu qu'on prévienne le docteur ? » « Ce n'est pas la peine. Je connais mon mal, il s'appelle l'ennui. Vous n'êtes pas du tout le médecin qu'il me faut. » Noël se leva d'un air découragé et alla prendre place de l'autre côté de la table à thé, en face de sa maîtresse. Sa résignation disait quelle habitude il avait des rebuffades. Juliette le maltraitait. Il revenait toujours, comme le pauvre chien qui guette pendant des journées l'instant où ses caresses ne sont pas importunes. Et il avait la réputation d'être dur, emporté, capricieux, et il l'était. « Vous me dites bien souvent, depuis quelques mois, reprit-il, que je vous ennuie. Que vous ai-je fait ? » « Rien. »« Eh bien, alors ?»« Ma vie n'est plus qu'un long bâillement, » répondit la jeune femme. « Est-ce ma faute ? Croyez-vous que ce soit un métier récréatif d'être votre maîtresse ? Examinez-vous donc un peu. Est-il un être aussi triste, aussi maussade que vous, plus inquiet, plus soupçonneux, dévoré d'une pire jalousie ? Votre accueil, mon ami, hasarda Noël, est fait pour éteindre la gaieté et glacer l'expansion. Puis on craint toujours quand on aime. Joli. Alors on cherche une femme exprès pour soi, on se la commande sur mesure, on l'enferme dans sa cave et on se la fait monter une fois par jour, après le dîner, au dessert, en même temps que le vin de champagne, histoire de s'égayer. J'aurais aussi bien fait de ne pas venir, murmura l'avocat. C'est cela. Je serais resté seul, sans autre distraction que ma cigarette et quelques bouquins bien endormants. Vous trouvez que c'est une existence, vous, de ne bouger de chez soi ? C'est la vie de toutes les femmes honnêtes que je connais, répondit sèchement l'avocat. Merci. Je ne leur en fais pas mon compliment. Heureusement, moi, je ne suis pas une femme honnête. Et je puis dire que je suis lasse de vivre plus claquemurée que l'épouse d'un Turc avec votre visage pour unique distraction. Vous vivez claquemurée, vous ? Certainement, continua Juliette avec une aigreur croissante. Voyons, avez-vous jamais amené un de vos amis ici ? Non, monsieur me cache. Quand m'avez-vous offert votre bras pour une promenade ? Jamais. La dignité de monsieur serait atteinte si on le voyait en ma compagnie. J'ai une voiture. Y êtes-vous monté 6 fois ? Peut-être, mais alors vous baissiez les stores. Je sors seule. Je me promène seule. Toujours le même refrain, interrompit Noël, que la colère commençait à gagner. Sans cesse des méchancetés gratuites. Comme si vous en étiez à apprendre pourquoi il en est ainsi. Je n'ignore pas, poursuivit la jeune femme, que vous rougissez de moi. J'en connais cependant, et de plus huppés que vous, qui montrent volontiers leur maîtresse. Monsieur tremble pour ce beau nom de Gerdy que je ternirais, tandis que les fils des plus grandes familles ne craignent pas de s'afficher dans des avant-scènes avec des grues. Pour le coup, Noël fut jeté hors de ses gonds, à la grande jubilation de madame Chafour. « Assez de récriminations !» s'écria-t-il en se levant. « Si je cache nos relations, c'est que j'y suis contraint. De quoi vous plaignez-vous ? Je vous laisse votre liberté et vous en usez si largement que toutes vos actions m'échappent. Vous maudissez le vide que je fais autour de vous ? À qui la faute ? Est-ce moi qui me suis lassé d'une douce et modeste existence ? Mes amis seraient venus dans un appartement respirant une honnête aisance. Puis-je les amener ici ? En voyant votre luxe, cet étalage insolent de ma folie, ils se demanderaient où j'ai pris tout l'argent que je vous ai donné. Je puis avoir une maîtresse, je n'ai pas le droit de jeter par les fenêtres une fortune qui ne m'appartient pas. Qu'on vienne à savoir demain que c'est moi qui vous entretiens, mon avenir est perdu. Quel client voudrait confier ses intérêts à l'imbécile qui s'est ruiné pour une femme dont tout Paris a parlé ? Je ne suis pas un grand seigneur, moi. Je n'ai à risquer ni un nom historique, ni une immense fortune. Je suis Noël Gerdy, avocat. Ma réputation est tout ce que je possède. Elle est menteuse, soit. Telle qu'elle est, il faut que je la garde, et je la garderai.
Juliette, qui savait son Noël par cœur, pensa qu'elle était allée assez loin. Elle entreprit de ramener son amant. « Voyons, mon ami, dit-elle tendrement, je n'ai pas voulu vous faire de peine. Il faut être indulgent. Je suis horriblement nerveuse ce soir. » Ce simple changement ravit l'avocat et suffit pour le calmer presque. « C'est que vous me rendriez fou, reprit-il, avec vos injustices. Moi qui m'épuise à chercher ce qui peut vous être agréable, vous attaquez perpétuellement ma gravité, et il n'y a pas 48 heures, nous avons enterré le carnaval comme deux fous. J'ai fêté le Mardi Gras comme un étudiant. Nous sommes allés au théâtre, j'ai endossé un domino pour vous accompagner au bal de l'opéra. J'ai invité 2 de mes amis à venir souper avec nous. »« C'était même bien gai, » répondit la jeune femme en faisant la moue. « Il me semble que oui. »« Vous trouvez ? C'est que vous n'êtes pas difficile. Nous sommes allés au vaudeville, c'est vrai, mais séparément, comme toujours, moi seul en haut, vous en bas. Au bal, vous aviez l'air de mener le diable en terre. Au souper, vos amis étaient folâtres comme des bonnets de nuit. J'ai dû, sur vos ordres, affecter de vous connaître à peine. Vous avez bu comme une éponge, sans que j'aie pu savoir si vous étiez gris ou non. »« Cela prouve, interrompit Noël, qu'il ne faut pas forcer ses goûts. Parlons d'autre chose. » Il fit quelques pas dans le fumoir, et tirant sa montre. « 1 heure bientôt, dit-il. Mon ami, je vais vous laisser. »« Comment ? Vous ne restez pas ? » ?»« Non, à mon grand regret. Ma mère est dangereusement malade. » Il dépliait et comptait sur la table les billets de banque du père Tabaret. « Ma petite Juliette, reprit-il, voici non pas 8 000 francs, mais 10 000. Vous ne me verrez pas d'ici quelques jours. »« Quittez-vous donc Paris ? » ?»« Non, mais je vais être absorbé par une affaire d'une importance immense pour moi. »« Oui, immense. Si elle réussit, mignonne, notre bonheur est assuré. Et tu verras bien si je t'aime. »« Oh, mon petit Noël, dis-moi ce que c'est. »« Je ne puis. »« Je t'en prie, fit la jeune femme en se pendant au cou de son amant, se soulevant sur la pointe des pieds comme pour approcher ses lèvres des siennes. L'avocat l'embrassa. Sa résolution sembla chanceler. « Non, dit-il enfin, je ne puis. Là, sérieusement, à quoi bon te donner une fausse joie ? Maintenant, ma chérie, écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, entends-tu, sous quelque prétexte que ce soit, ne viens pas chez moi, comme tu as eu l'imprudence de le faire. Ne m'écris même pas. En me désobéissant, tu me causerais peut-être un tort irréparable. S'il t'arrivait un accident, dépêche-moi ce vieux drôle de Clergeot. Je dois le voir après-demain, car il a des billets à moi. » Juliette recula, menaçant Noël d'un geste mutin. « Tu ne veux rien me dire ?» insista-t-elle. « Pas ce soir, mais bientôt, » répondit l'avocat qu'embarrassait le regard de sa maîtresse. « Toujours des mystères, » fit Juliette dépitée de l'inutilité de ses chatteries. « Ce sera le dernier, je te le jure. »« Noël, mon bonhomme, » reprit la jeune femme d'un ton sérieux. « Tu me caches quelque chose. Je te connais, tu le sais. Depuis plusieurs jours, tu as je ne sais quoi, tu es tout changé. »« Je t'affirme. »« N'affirme rien, je ne te croirai pas. Seulement, pas de mauvaises plaisanteries, je te préviens. Je suis femme à me venger. » L'avocat, bien évidemment, était fort mal à l'aise. « L'affaire en question, balbutia-t-il, peut aussi bien échouer que réussir. »« Assez, interrompit Juliette. Ta volonté sera faite, je te le promets. Allons, monsieur, embrassez-moi, je vais me mettre au lit. » La porte n'était pas refermée sur Noël, que Charlotte était installée sur le divan près de sa maîtresse. Si l'avocat eût été à la porte, il eût pu entendre madame Juliette qui disait « Non, décidément, je ne puis plus le souffrir. Quel si ! Mon enfant, que cet homme-là. Ah, s'il ne me faisait pas si peur, comme je le lâcherais, c'est qu'il serait capable de me tuer. » La femme de chambre essaya de défendre Noël, mais en vain. La jeune femme n'écoutait pas. Elle murmurait. « Pourquoi s'absente-t-il et que complote-t-il ? Une éclipse de 8 jours, c'est louche. Voudrait-il se marier, par hasard ? Ah, si je le savais. Tu m'ennuies, mon bonhomme, et je compte bien te laisser en plan un de ces matins.
Mais je ne te permets pas de me quitter le premier. C'est que je ne souffrirai pas cela. On ira aux informations. » Mais Noël n'écoutait pas aux portes. Il descendit la rue de Provence aussi vite que possible, gagna la rue Saint-Lazare et rentra comme il était sorti par la porte de la remise. Il était à peine installé dans son cabinet depuis 5 minutes lorsqu'on frappa. « Monsieur, disait la bonne, au nom du ciel, monsieur, parlez-moi. » Il ouvrit la porte en disant avec impatience. « Qu'est-ce encore ?»« Monsieur, balbutia la domestique tout en pleurs, voici 3 fois que je cogne et que vous ne répondez pas. Venez, je vous en supplie, j'ai peur, madame va mourir. » L'avocat suivit la bonne jusqu'à la chambre de madame Gerdy. Il dut la trouver horriblement changée, car il ne put retenir un mouvement d'effroi. La malade, sous ses couvertures, se débattait furieusement. Sa face était d'une pâleur livide, comme si elle n'eût plus eu une goutte de sang dans les veines, et ses yeux, qui brillaient d'un feu sombre, semblaient remplis d'une poussière fine. Ses cheveux dénoués tombaient le long de ses joues et sur ses épaules, contribuant à lui donner un aspect terrifiant. Elle poussait de temps à autre un gémissement inarticulé ou murmurait des paroles inintelligibles. Parfois, une douleur plus terrible que les autres lui arrachait un grand cri. « Ah, que je souffre !» Elle ne reconnut pas Noël. « Vous voyez, monsieur ?» fit la bonne. « Oui. » Qui pouvait se douter que son mal marcherait avec cette rapidité. « Vite, courez chez le docteur Hervé. Qu'il se lève et qu'il vienne tout de suite. Dites bien que c'est pour moi. » Et il s'assit dans un fauteuil, en face de la malade. Le docteur Hervé était un des amis de Noël, son ancien condisciple, son compagnon du quartier latin. L'histoire du docteur Hervé est celle de tous les jeunes gens qui, sans fortune, sans relation, sans protection, osent se lancer dans la plus difficile, la plus chanceuse des professions qui soit à Paris, où l'on voit, hélas, de jeunes médecins de talent réduits, pour vivre, à se mettre à la solde d'infâmes marchands de drogue. Homme vraiment remarquable, ayant conscience de sa valeur, Hervé, ses études terminées, s'était dit « Non, je n'irai pas végéter au fond d'une campagne. Je resterai à Paris. J'y deviendrai célèbre. Je serai médecin en chef d'un hôpital et grand croix de la Légion d'honneur. » Pour débuter dans cette voie terminée à l'horizon par le plus magnifique des arcs de triomphe, le futur académicien s'endetta d'une 20 000 francs. Il fallait se meubler, s'improviser un intérieur, les loyers sont chers. Depuis, armé d'une patience que rien ne peut rebuter, armé d'une volonté indomptable et sans intermittence, il lutte et il attend. Or, qui peut imaginer ce que c'est qu'attendre dans certaines conditions ? Il faut avoir passé par là pour s'en douter. Mourir de faim en habit noir, rasé de frais et le sourire aux lèvres. Les civilisations raffinées ont inauguré ce supplice qui fait pâlir les cruautés du poteau des sauvages. Le docteur qui commence soigne les pauvres qui ne peuvent pas payer, puis le malade est ingrat. Convalescent, il presse sur sa poitrine son médecin en l'appelant « Mon sauveur ». Guéri, il raille la faculté et oublie facilement les honoraires dus. Après 7 ans d'héroïsme, Hervé voit enfin se grouper une clientèle. Pendant ce temps, il a vécu et payé les intérêts exorbitants de sa dette. Mais il avance. 3 ou 4 brochures, un prix remporté sans trop d'intrigue, ont attiré sur lui l'attention. Seulement, ce n'est plus le vaillant jeune homme plein d'espérance et de foi de sa première visite. Il veut encore, et plus fortement que jamais, arriver, réussir. Mais il n'espère plus nulle jouissance de son succès. Il les a escomptés et usés les soirs où il n'avait pas eu de quoi dîner. Si grande que soit sa fortune dans l'avenir, il l'a payée déjà, et trop cher. Pour lui, parvenir n'est plus que prendre une revanche. À moins de 35 ans, il est blasé sur les dégoûts et sur les déceptions et ne croit à rien. Sous les apparences d'une universelle bienveillance, il cache un universel mépris. Sa finesse, aiguisée aux meules de la nécessité, lui a nui. On redoute les gens pénétrants. Il la dissimule soigneusement sous un masque de bonhomie et de légèreté joviale. Et il est bon, et il est dévoué, et il aime ses amis.
Son premier mot en entrant, à peine vêtu, tant il s'était hâté, fut « Qu'y a-t-il » Noël lui serra silencieusement la main et pour toute réponse lui montra le lit. Le docteur, en moins d'une minute, prit la lampe, examina la malade et revint à son ami. « Que s'est-il passé » demanda-t-il brusquement. « J'ai besoin de tout savoir. » L'avocat tressaillit à cette question. « Savoir quoi » balbutia-t-il. « Tout, répondit Hervé. Nous avons affaire à une encéphalite. Il n'y a pas à s'y tromper. Ce n'est point une maladie commune, en dépit de l'importance et de la continuité des fonctions du cerveau. Quelles causes l'ont déterminée ? Ce ne sont pas des lésions du cerveau, ni de la boîte osseuse. Ce seront donc de violentes affections de l'âme, un immense chagrin, une catastrophe imprévue. » Noël interrompit son ami du geste et l'attira dans l'embrasure de la croisée. « Oui, mon ami, dit-il à voix basse, Madame Gerdy vient d'être éprouvée par de mortels chagrins. Elle est dévorée d'angoisses affreuses. Écoute, Hervé, je vais confier à ton honneur, à ton amitié, notre secret. Madame Gerdy n'est pas ma mère. Elle m'a dépouillé pour faire profiter son fils de ma fortune et de mon nom. Il y a 3 semaines que j'ai découvert cette fraude indigne. Elle le sait, les suites l'épouvantent, et depuis, elle meurt minute par minute. » L'avocat s'attendait à des exclamations, à des questions de son ami, mais le docteur reçut sans broncher cette confidence. Il la prenait comme un renseignement indispensable pour éclairer ses soins. « 3 semaines, murmura-t-il. Tout s'explique. A-t-elle paru souffrir pendant ce temps ? Elle se plaignait de violents maux de tête, d'éblouissements, d'intolérables douleurs d'oreilles. Elle attribuait tout cela à des migraines. Mais ne me cache rien, Hervé, je t'en prie. Cette maladie est-elle bien grave ? Si grave, mon ami, si habituellement funeste que la médecine en est à compter les cas bien constatés de guérison. Ah, mon Dieu ! Tu m'as demandé la vérité, n'est-ce pas ? Je te l'ai dit. Et si j'ai eu ce triste courage, c'est que je sais que cette pauvre femme n'est pas ta mère. Oui, à moins d'un miracle, elle est perdue. Mais ce miracle, on peut l'espérer, le préparer. Et maintenant, à l'œuvre. Chapitre 6. 11 heures sonnaient à la gare Saint-Lazare quand le père Tabaret, après avoir serré la main de Noël, quitta sa maison sous le coup de ce qu'il venait d'entendre. Obligé de se contenir, il jouissait délicieusement de sa liberté d'impression. C'est en chancelant qu'il fit les premiers pas dans la rue, semblable au buveur que surprend le grand air au sortir d'une salle à manger bien chaude. Il était radieux, mais étourdi en même temps de cette rapide succession d'événements imprévus qui l'avaient brusquement amené, croyait-il, à la découverte de la vérité. En dépit de sa hâte d'arriver près du juge d'instruction, il ne prit pas de voiture. Il sentait le besoin de marcher. Il était de ceux à qui l'exercice donne la lucidité. Quand il se donnait du mouvement, les idées, dans sa cervelle, se classaient et s'emboîtaient comme les grains de blé dans un boisseau qu'on agite. Sans presser sa marche, il gagna la rue de la Chaussée-d'Antin, traversa le boulevard, dont les cafés resplendissaient, et s'engagea dans la rue de Richelieu. Il allait, sans conscience du monde extérieur, trébuchant aux aspérités du trottoir ou glissant sur le pavé gras. S'il suivait le bon chemin, c'était par un instinct purement machinal. La bête le guidait. Son esprit courait les champs des probabilités et suivait dans les ténèbres le fil mystérieux dont il avait, à la jonchère, saisi l'imperceptible bout. Comme tous ceux que de fortes émotions remuent, sans s'en douter, il parlait haut, se souciant peu des oreilles indiscrètes où pouvaient tomber ses exclamations et ses lambeaux de phrases. À chaque pas, on rencontre ainsi, dans Paris, de ces gens qu'isolent, au milieu de la foule, leur passion du moment et qui confient aux 4 vents du ciel leurs plus chers secrets pareils à des vases fêlés qui laissent se répandre leur contenu. Souvent, les passants prennent pour des fous, ces monologueurs bizarres. Parfois aussi, des curieux les suivent, qui s'amusent à recueillir d'étranges confidences. C'est une indiscrétion de ce genre qui a pris la ruine de Riscara, ce banquier si riche. Lambrette, l'assassin de la rue de Venise, se perdit ainsi. « Quelle veine !» disait le père Tabaret.
Quelle chance incroyable! Gévrol a beau dire, le hasard est encore le plus grand des agents de police. Qui aurait imaginé une pareille histoire? J'avais flairé un enfant là-dessous. Mais comment soupçonner une substitution? Un moyen si usé que les dramaturges n'osent plus s'en servir au boulevard. Voilà qui prouve bien le danger des idées préconçues en police. On s'effraie de l'invraisemblance, et c'est l'invraisemblance qui est vraie. On recule devant l'absurde, et c'est à l'absurde qu'il faut pousser. Tout est possible. Je ne donnerai pas ma soirée pour 1000 écus. Je fais d'une pierre deux coups. Je livre le coupable, et je donne à Noël un fier coup d'épaule pour reconquérir son état civil. En voilà un qui certes est digne de sa bonne fortune. Pour une fois, je ne serais pas fâché de voir arriver un garçon élevé à l'école du malheur. Bast, il sera comme les autres. La prospérité lui tournera la tête. Ne parlait-il pas déjà de ses ancêtres? Pauvre humanité! Il était à pouffer de rire. C'est cette Gerdie qui me surprend le plus. Une femme à qui j'aurais donné le bon Dieu sans confession. Quand je pense que j'ai failli la demander en mariage, l'épouser. Brrr. À cette idée, le bonhomme frissonna. Il se vit marié, découvrant tout à coup le passé de madame Tabaret, mêlé à un procès scandaleux, compromis, ridiculisé. Quand je pense, poursuivit-il, que mon Gévrol court après l'homme aux boucles d'oreilles. Trime, mon garçon, trime. Les voyages forment la jeunesse. Sera-t-il assez vexé? Il va m'en vouloir à mort. Je m'en moque un peu. Si on voulait me faire des misères, monsieur Daburon me protégerait. En voilà un à qui je vais tirer une épine du pied. Je le vois d'ici, ouvrant des yeux comme des soucoupes. Quand je lui dirai « Je le tiens », il pourra se vanter de me devoir une fière chandelle. Ce procès va lui faire honneur où la justice n'est pas la justice. On va le nommer au moins officier de la Légion d'honneur. Tant mieux. Il me revient, ce juge-là. S'il dort, je vais lui servir un agréable réveil. Va-t-il m'accabler de questions? Il voudra connaître des fins, trouver la petite bête. Le père Tabaret, qui traversait le pont des Saints-Pères, s'arrêta brusquement. Des détails, dit-il. C'est que je n'en ai pas. Je ne sais la chose qu'en gros. Il se remit à marcher en continuant. Ils ont raison, là-bas. Je suis trop passionné. Je m'emballe, comme dit Gévrol. Tandis que je tenais Noël, je devais lui tirer les vers du nez, lui extraire une infinité de renseignements utiles. Je n'y ai pas seulement songé. Je buvais ses paroles. J'aurais voulu qu'il me les racontât toutes en 2 mots. C'est cependant naturel, cela. Quand on poursuit un cerf, on ne s'arrête pas à attirer un merle. C'est égal. Je n'ai pas su mener cet interrogatoire. D'un autre côté, en insistant, je pouvais éveiller la défiance de Noël, le mettre à même de deviner que je travaille pour la rue de Jérusalem. Certes, je n'en rougis pas, j'en tire même vanité. Cependant, j'aime autant qu'on ne s'en doute pas. Les gens sont si bêtes qu'ils ne peuvent pas sentir la police qui les protège et qui les garde. Maintenant, du calme et de la tenue. Nous voici arrivés. Monsieur Daburon venait de se mettre au lit, mais il avait laissé des ordres à son domestique. Le père Tabaret n'eut qu'à se nommer pour être aussitôt introduit dans la chambre à coucher du magistrat. À la vue de son agent volontaire, le juge se dressa vivement. « Il y a quelque chose d'extraordinaire, dit-il. Qu'avez-vous découvert? Tenez-vous un indice ?»« Mieux que cela, répondit le bonhomme souriant d'aise. Dites vite. Je tiens le coupable. Le père Tabaret dut être content. Il produisait son effet, un grand effet. Le juge avait bondi dans son lit. Déjà? Fit-il. Est-ce possible? J'ai l'honneur de répéter à monsieur le juge d'instruction, reprit le bonhomme, que je connais l'auteur du crime de la jonchère. Et moi, fit le juge, je vous proclame le plus habile de tous les agents passés et futurs. Je ne ferai certes plus une instruction sans votre concours. Monsieur le juge est trop bon. Je ne suis que pour bien peu de choses dans cette trouvaille. Le hasard seul. Vous êtes modeste, monsieur Tabaret. Le hasard, voyez-vous, ne sert que les hommes forts, et c'est ce qui indigne les sots. Mais je vous en prie, asseyez-vous et parlez. Alors,
Avec une lucidité et une précision dont on l'aurait cru incapable, le vieux policier rapporta au juge d'instruction tout ce que lui avait appris Noël. Il cita de mémoire les lettres, sans presque y changer une expression. « Et ces lettres, ajouta-t-il, je les ai vues, et j'en ai même escamoté une pour faire vérifier l'écriture. La voici. » « Oui, murmura le magistrat, oui, monsieur Tabaret, vous connaissez le coupable. L'évidence est là, qui brille à aveugler. Dieu l'a voulu ainsi. Le crime engendre le crime. La faute énorme du père a fait du fils un assassin. « Je vous ai tu les noms, monsieur, reprit le père Tabaret. Je voulais avant connaître votre pensée. »« Oh, vous pouvez les dire, interrompit le juge avec une certaine animation. Si haut qu'il faille frapper, un magistrat français n'a jamais hésité. Je le sais, monsieur, mais c'est haut, allez, cette fois. Le père qui a sacrifié son fils légitime à son bâtard est le comte Rétaux de Comarin, et l'assassin de la veuve Le Rouge est le bâtard, le vicomte Albert de Comarin. Le père Tabaret, en artiste habile, avait lancé ces noms avec une lenteur calculée, comptant bien qu'ils produiraient une énorme impression. Son attente fut dépassée. Monsieur Daburon fut frappé de stupeur. Il demeura immobile, les yeux agrandis par l'étonnement. Machinalement, il répétait comme un mot vide de sens et qu'on s'apprend « Albert de Comarin. Albert de Comarin. » « Oui, insista le père Tabaret, le noble vicomte. C'est à n'y pas croire, je le sais bien. » Mais il s'aperçut de l'altération des traits du juge d'instruction et, un peu effrayé, il s'approcha du lit. « Est-ce que monsieur le juge se trouverait indisposé ?» demanda-t-il. « Non, répondit monsieur Daburon, sans trop savoir ce qu'il disait. « Je me porte très bien. Seulement, la surprise, l'émotion. »« Je comprends cela, fit le bonhomme. N'est-ce pas, vous comprenez, j'ai besoin d'être seul un moment. Mais ne vous éloignez pas. Il nous faut causer de cette affaire longuement. Veuillez donc passer dans mon cabinet. Il doit encore y avoir du feu. Je vous rejoins à l'instant. » Alors M. Daburon se leva lentement, endossa une robe de chambre, ou plutôt se laissa tomber dans un fauteuil. Son visage auquel, dans l'exercice de ses austères fonctions, il avait su donner l'immobilité du marbre, reflétait de cruelles agitations et ses yeux trahissaient de rudes angoisses. C'est que ce nom de Comarin, prononcé à l'improviste, réveillait en lui les plus douloureux souvenirs et ravivait une blessure mal cicatrisée. Il lui rappelait, ce nom, un événement qui brusquement avait éteint sa jeunesse et brisé sa vie. Involontairement, il se reportait à cette époque comme pour en savourer encore toutes les amertumes. Une heure avant, elle lui semblait bien éloignée et déjà perdue dans les brumes du passé. Un mot avait suffi pour qu'elle surgît nette et distincte. Il lui paraissait, maintenant, que cet événement auquel se mêlait Albert de Comarin datait d'hier. Il y avait 2 ans bientôt de cela. Pierre-Marie Daburon appartient à l'une des vieilles familles du Poitou. 3 ou 4 de ses ancêtres ont rempli successivement les charges les plus considérables de la province. Comment ne léguèrent-ils pas un titre et des armes à leurs descendants ? Le père du magistrat réunit, assure-t-on, autour du vilain castel moderne qu'il habite, pour plus de 800 000 francs de bonnes terres. Par sa mère, une Cottevise luxée, il tient à toute la haute noblesse poitevine, une des plus exclusives qui soit en France, comme chacun sait. Lorsqu'il fut nommé à Paris, sa parenté lui ouvrit tout d'abord 5 ou 6 salons aristocratiques, et il ne tarda pas à étendre le cercle de ses relations. Il n'avait pourtant aucune des précieuses qualités qui fondent et assurent les réputations de salon. Il était froid, d'une gravité touchant à la tristesse, réservé et, de plus, timide à l'excès. Son esprit manquait de brillant et de légèreté. Il n'avait pas la repartie vive. Et souvent l'à-propos le trahissait. Il ignorait absolument l'art aimable de causer sans rien dire.
il ne savait ni mentir, ni lancer avec grâce un fade compliment. Comme tous les hommes qui sentent vivement et profondément, il était inhabile à traduire sur le champ ses impressions. Il lui fallait la réflexion et le retour sur soi-même. Cependant, on le rechercha pour des qualités plus solides, pour la noblesse de ses sentiments, pour son caractère, pour la sûreté de ses relations. Ceux qui le virent dans l'intimité apprécièrent vite la rectitude de son jugement, son bon sens sain et vif, arrivant sans effort au piquant. On découvrit sous une écorce un peu froide un cœur chaud pour ses amis, une sensibilité excessive, une délicatesse presque féminine. Enfin, si dans un salon peuplé d'indifférents et de niais il était éclipsé, il triomphait dans un petit cercle où il se sentait réchauffé par une atmosphère sympathique. Insensiblement, il s'habitua à sortir beaucoup. Il ne croyait pas que ce fût du temps perdu. Il estimait, sagement peut-être, qu'un magistrat a mieux à faire qu'à rester enfermé dans son cabinet en compagnie des livres de la loi. Il pensait qu'un homme appelé à juger les autres doit les connaître, et pour cela les étudier. Observateur attentif et discret, il examinait autour de lui le jeu des intérêts et des passions, s'exerçant à démêler et à manœuvrer au besoin les ficelles des pantins qu'il voyait se mouvoir autour de lui. Pièce à pièce, pour ainsi dire, il tâchait de démonter cette machine compliquée et si complexe qui s'appelle la société et dont il était chargé de surveiller les mouvements, de régler les ressorts et d'entretenir les rouages. Tout à coup, vers le commencement de l'hiver de 1860 à 1861, M. Daburon disparut. Ses amis le cherchaient, on ne le rencontrait nulle part. Que devenait-il ? On s'enquit, on s'informa et on apprit qu'il passait presque toutes ses soirées chez madame la marquise d'Arlange. La surprise fut grande. Elle était naturelle. Cette chère marquise était, ou plutôt est, car elle est encore de ce monde, une personne qu'on trouvait arriérée et rococo dans le cercle des douairières de la princesse de Soutenay. Elle est à coup sûr le legs le plus singulier fait par le XVIIIe siècle au nôtre. Comment, par quel procédé merveilleux a-t-elle été conservée telle que nous la voyons ? On s'interroge en vain. On jurerait à l'entendre qu'elle était hier à l'une de ces soirées de la reine où on jouait si gros jeu, au grand désespoir de Louis XVI, et où les grandes dames trichaient ouvertement à qui mieux. Mœurs, langage, habitude, costume presque, elle a tout gardé de ce temps sur lequel on n'a guère écrit que pour les défigurer. Sa seule vue en dit plus qu'un long article de revue, 1 heure de sa conversation plus qu'un volume. Elle est née dans une petite principauté allemande où s'étaient réfugiés ses parents en attendant le châtiment et le repentir d'un peuple égaré et rebelle. Elle a été élevée, elle a grandi sur les genoux de vieux émigrés, dans quelques salons très antiques et très dorés, comme dans un cabinet de curiosités. Son esprit s'était éveillé au bruit des conversations antédiluviennes. Son imagination avait été frappée de raisonnements à peu près aussi concluants que ceux d'une assemblée de sourds convoqués pour juger une œuvre de Félicien David. Là, elle avait puisé un fond d'idées qui, appliquées à la société actuelle, sont grotesques, comme le serait celle d'un enfant enfermé jusqu'à 20 ans dans un musée assyrien. L'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire ont défilé sous ses fenêtres sans qu'elle ait pris la peine de les ouvrir. Tout ce qui s'est passé depuis 89, elle le considère comme non-avenu. C'est un cauchemar et elle attend le réveil. Elle a tout regardé, elle regarde tout avec ses jolis besicles qui font voir ce qu'on veut et non ce qui est, et qu'on vend chez les marchands d'illusions. À 68 ans bien sonnés, elle se porte comme un arbre et n'a jamais été malade. Elle est d'une vivacité, d'une activité fatigante et ne peut tenir en place que lorsqu'elle dort ou qu'elle joue au piquet, son jeu favori. Elle fait ses 4 repas par jour, mange comme un vendangeur et boit sec. Elle professe un mépris non déguisé pour les femmelettes de notre siècle, qui vivent 1 semaine sur un perdreau et arrosent d'eau claire de grands sentiments qu'elles entortillent de longues phrases.
En tout, elle a toujours été et est encore très positive. Sa parole est prompte et imagée. Sa phrase hardie ne recule pas devant le mot propre. S'il sonne mal à quelque oreille délicate, tant pis. Ce qu'elle déteste le plus, c'est l'hypocrisie. Elle croit à Dieu, mais elle croit aussi à M. de Voltaire, de sorte que sa dévotion est des plus problématiques. Pourtant, elle est au mieux avec son curé et ordonne de soigner son dîner les jours où elle lui fait l'honneur de l'admettre à sa table. Elle doit le considérer comme un subalterne utile à son salut et fort capable de lui ouvrir les portes du paradis. Telle qu'elle est, on la fuit comme la peste. On redoute son verbe haut, son indiscrétion terrible et le franc-parler qu'elle affecte pour avoir le droit de dire en face toutes les méchancetés qui lui passent par la tête. De toute sa famille, il ne lui reste plus que la fille de son fils, mort fort jeune. D'une fortune très considérable jadis, relevée en partie par l'indemnité, mais administrée à la diable, elle n'a su conserver qu'une inscription de 20 000 francs de rente sur le grand-livre, et qui vont diminuant de jour en jour. Elle est aussi propriétaire du joli petit hôtel qu'elle habite près des Invalides, situé entre une cour assez étroite et un vaste jardin. Avec cela, elle se trouve la plus infortunée des créatures de Dieu et passe la moitié de sa vie à crier misère. De temps à autre, après quelque folie un peu forte, elle confesse qu'elle redoute surtout de mourir à l'hôpital. Un ami de M. Daburon le présenta chez la marquise d'Arlange. Cet ami l'avait entraîné en un moment de bonne humeur en lui disant « Venez, je prétends vous montrer un phénomène, une revenante en chair et en os. » La marquise intrigua fort le magistrat la première fois qu'il fut admis à cette fête de lui présenter ses hommages. La seconde fois, elle l'amusa beaucoup, et pour cette raison, il revint. Mais elle ne l'amusait plus depuis longtemps lorsqu'il restait l'hôte assidu et fidèle du boudoir rose tendre où elle passait sa vie. Madame d'Arlange l'avait pris en amitié et se répandait en éloges sur son compte. « Un homme délicieux, ce jeune Robin, disait-elle, délicat et sensible. Il est assommant qu'il ne soit pas né. On peut le voir, nonobstant, ses pères étaient fort gens de bien et sa mère était une cotte-vise qui a mal tourné. Je lui veux du bien, et je l'avancerai dans le monde de tout mon crédit. » La plus grande preuve d'amitié qu'elle lui donna était d'articuler son nom comme tout le monde. Elle avait conservé cette affectation si comique de ne pouvoir retenir le nom des gens qui ne sont pas nés et qui, par conséquent, n'existent pas. Elle tenait si fort à les défigurer que si, par inadvertance, elle prononçait bien, elle se reprenait aussitôt. Dans les premiers temps, à la grande réjouissance du juge d'instruction, elle avait estropié son nom de 1000 manières. Successivement, elle avait dit Taburon, Dabiron, Maliron, Laliron, Laridon. Au bout de 3 mois, elle disait net et franc Daburon, absolument comme s'il eût été duc de quelque chose et seigneur d'un lieu quelconque. À certains jours, elle s'efforçait de démontrer au magistrat qu'il était noble ou devait l'être. Elle eût été ravie de le voir s'affubler d'un titre et camper un casque sur ses cartes de visite. « Comment, disait-elle, vos pères, qui furent gens de robe éminents, n'eurent-ils pas l'idée de se faire décrasser, d'acheter une savonnette à vilain ? Vous auriez aujourd'hui des parchemins présentables. »« Mes ancêtres ont eu de l'esprit, » répondait M. Daburon. « Ils ont mieux aimé être les premiers des bourgeois que les derniers des nobles. » Sur quoi la marquise expliquait, démontrait et prouvait qu'entre le plus gros bourgeois et le plus mince hobereau, il y a un abîme que tout l'argent du globe ne saurait combler. Mais ce que surprenait tant l'assiduité de M. Daburon près de la revenante ne connaissait pas la petite fille de la marquise, ou du moins ne se la rappelait pas. Elle sortait si rarement. La vieille dame n'aimait pas à s'embarrasser, disait-elle, d'une jeune espionne qui la gênait pour causer et conter ses anecdotes. Claire d'Arlange venait d'avoir 17 ans. C'était une jeune fille bien gracieuse et bien douce, ravissante de naïve ignorance. Elle avait des cheveux blonds cendrés, fins et épais, qu'elle relevait d'habitude négligemment et qui retombaient en grosses grappes sur son cou du dessin le plus pur. Elle était un peu svelte encore,
mais sa physionomie rappelait les plus célestes figures du guide. Ses yeux bleus, ombragés de longs cils plus foncés que ses cheveux, avaient surtout une adorable expression. Un certain parfum d'étrangeté ajoutait encore au charme déjà si puissant de sa personne. Cette étrangeté, elle la devait à la marquise. On admirait avec surprise ses façons d'un autre âge. Elle avait de plus que sa grand-mère de l'esprit, une instruction suffisante et des notions assez exactes sur le monde au milieu duquel elle vivait. Son éducation, sa petite science de la vie réelle, Claire les devait à une sorte de gouvernante sur qui madame d'Arlange se déchargeait des soucis que donnait cette morveuse. Cette gouvernante, mademoiselle Schmidt, prise les yeux fermés, se trouva, par le plus grand des hasards, savoir quelque chose et être honnête par-dessus. Elle était ce qui se voit souvent de l'autre côté du Rhin, tout à la fois romanesque et positive, d'une sensibilité larmoyante et cependant d'une vertu exactement sévère. Cette brave personne sortit Claire du domaine de la fantaisie et des chimères où l'entretenait la marquise, et dans son enseignement fit preuve d'un bon sens. Elle dévoila à son élève les ridicules de sa grand-mère, et lui apprit à les éviter sans cesser de les respecter. Chaque soir, en arrivant chez madame d'Arlange, M. Daburon était sûr de trouver mademoiselle Claire assise près de sa grand-mère, et c'est pour cela qu'il venait. Tout en écoutant d'une oreille distraite les radotages de la vieille dame et ses interminables anecdotes de l'émigration, il regardait Claire comme un fanatique regarde son idole. Il admirait ses longs cheveux, sa bouche charmante, ses yeux qu'il trouvait les plus beaux du monde. Bien souvent, dans son extase, il lui arrivait de ne plus savoir au juste où il se trouvait. Il oubliait absolument la marquise et n'entendait plus sa voix de tête qui entrait dans le tympan comme une aiguille à tricoter. Il répondait alors tout de travers, commettait les plus singuliers quiproquos qu'il tâchait après d'expliquer. Ce n'était pas la peine, madame d'Arlange ne s'apercevait pas des absences de son courtisan. Ses demandes étaient si longues que les réponses lui importaient peu. Ayant un auditoire, elle se tenait satisfaite, pourvu que, de temps en temps, il donnât signe de vie. Lorsqu'il fallait s'asseoir à la table de piquet, il l'appelait tout bas le banc des travaux forcés. Le magistrat maudissait le jeu et son détestable inventeur. Il n'en était pas plus attentif à ses cartes. Il se trompait à tout moment, écartait sans voir et oubliait de couper. La vieille dame se plaignait de ces distractions continuelles, mais elle en profitait sans vergogne. Elle regardait les quarts, changeait les cartes qui lui déplaisaient, comptait audacieusement des points fantastiques et, à la fin, empochait sans pudeur ni remords l'argent ainsi gagné. La timidité de M. Daburon était extrême. Claire était farouche à l'excès. Ils ne se parlaient jamais. Pendant tout l'hiver, le juge n'adressa pas 10 fois la parole directement à la jeune fille. Encore, à chaque fois, avait-il appris par cœur, mécaniquement, la phrase qu'il se proposait de lui dire, sachant bien que, sans cette précaution, il s'exposait à rester court. Mais au moins, il la voyait. Il respirait le même air qu'elle. Il entendait sa voix harmonieuse et pure comme les vibrations du cristal. Il s'enivrait d'une odeur très douce qu'elle portait et qu'il comparait au plus céleste parfum. Jamais il n'avait pu prendre sur lui de lui demander le nom de cette odeur, mais après 1000 recherches qui le firent passer pour un fou chez 3 ou 4 parfumeurs, il l'avait enfin trouvée. Il en avait tout imprégné chez lui, jusqu'au dossier qui s'amoncelait sur son bureau. À force de regarder les yeux qu'il trouvait sublimes, il avait fini par en connaître toutes les expressions. Il croyait y lire toutes les pensées de celle qu'il adorait, et par là regarder dans son âme comme par une fenêtre ouverte. « Elle est contente aujourd'hui, » se disait-il. Alors il était gai. D'autres fois il pensait « Elle a eu quelque chagrin dans la journée ». Aussitôt il devenait triste. L'idée de demander la main de Claire s'était, à bien des reprises, présentée à l'esprit de M. Daburon. Jamais il n'avait osé s'y arrêter. Connaissant les principes de la marquise, la sachant affolée de sa noblesse, intraitable sur l'article mésalliance, il était convaincu qu'elle l'arrêterait au premier mot par un « non » fort sec sur lequel jamais elle ne reviendrait.
tenter une ouverture, c'est donc risquer, sans chance de réussite, son bonheur présent qu'il trouvait immense, car l'amour vit de misère. Une fois repoussé, pensait-il, la maison me sera fermée. Alors, adieu toute félicité en cette vie, c'en est fait de moi. D'un autre côté, il se disait fort sensément qu'un autre pouvait très bien voir mademoiselle d'Arlange, l'aimer par conséquent, la demander et l'obtenir. Dans tous les cas, hasardant une demande ou hésitant encore, il devait sûrement la perdre dans un temps donné. Au commencement du printemps, il se décida. Par un bel après-midi du mois d'avril, il se dirigea vers l'hôtel d'Arlange, ayant certes besoin de plus de bravoure qu'il n'en faut aux soldats qui affrontent une batterie. Lui aussi, il se disait « vaincre ou mourir ». La marquise, sortie aussitôt après son premier déjeuner, venait de rentrer. Elle était dans une colère épouvantable et poussait des cris d'aigle. Voici ce qui était arrivé. La marquise avait fait exécuter quelques travaux par un peintre, son voisin. Il y avait de cela 8 ou 10 mois. 100 fois l'ouvrier s'était présenté pour toucher le montant de son mémoire. 100 fois on l'avait congédié en lui disant de repasser. Las d'attendre et de courir, il avait fait citer en conciliation devant le juge de paix la haute et puissante dame d'Arlange. La citation avait exaspéré la marquise. Pourtant, elle n'en avait soufflé mot à personne, ayant décidé dans sa sagesse qu'elle se transporterait au tribunal, à seule fin de demander justice et de prier le juge de paix de réprimander vertement le peintre impudent qui avait osé la tracasser pour une misérable somme d'argent, une vétille. Le résultat de ce beau projet se devine. Le juge de paix fut obligé de faire expulser de force de son cabinet l'entêtée marquise. De là sa fureur. M. Daburon la trouva dans le boudoir rose tendre, à demi déshabillée, toute décoiffée, plus rouge qu'une pivoine, entourée des débris des porcelaines et des cristaux tombés sous sa main dans le premier moment. Pour comble de malheur, Claire et sa gouvernante étaient sorties. Une femme de chambre était occupée à inonder l'infortunée marquise de toutes sortes d'eau propre à calmer les nerfs. Elle accueillit le magistrat comme un envoyé de la Sainte Trinité même. En un peu plus d'une demi-heure, avec force interjections et plus d'imprécations encore, elle narra son odyssée. « Comprenez-vous ce juge ?» s'écria-t-elle. « Ce doit être quelque frénétique jacobin, quelque fils des forcenés qui ont trempé leurs mains dans le sang du roi. Oui, mon ami, je lis la stupeur et l'indignation sur votre visage. Il a donné raison à cet impudent drôle à qui je faisais gagner sa vie en lui donnant du travail. Et comme je lui adressais de sévères remontrances, ainsi qu'il était de mon devoir, il m'a fait chasser. Chasser, moi !» À ce souvenir si pénible, elle fit du bras un geste terrible de menace. Dans son brusque mouvement, elle atteignit un flacon que tenait la femme de chambre. Un flacon superbe qui alla se briser à l'extrémité du boudoir. « Bête, maladroite, sotte !» cria la marquise. M. Daburon, tout étourdi d'abord, entreprit de calmer un peu l'exaspération de madame d'Arlange. Elle ne lui laissa pas prononcer 3 paroles. « Heureusement, vous voilà, continua-t-elle. Vous m'êtes tout acquis, je le sais. Je compte que vous allez vous mettre en mouvement et que, grâce à votre crédit et à vos amis, ce croquant de peintre et ce noir scélérat de juge seront jetés dans quelque basse fosse pour leur apprendre le respect que l'on doit à une femme de ma sorte. » Le magistrat ne se permit pas même de sourire à cette demande imprévue. Il avait entendu bien d'autres énormités sorties de la bouche de madame d'Arlange, sans se moquer jamais. N'était-elle pas la grand-mère de Claire? Pour cela, il la chérissait et la vénérait. Il la bénissait de sa petite-fille, comme parfois un promeneur bénit Dieu pour la petite fleur au parfum sauvage qu'il cueille près d'un buisson. Les fureurs de la vieille dame étaient terribles. Elles étaient longues aussi. Elles pouvaient, comme la colère d'Achille, durer 100 chapitres. Au bout d'1 heure pourtant, elle était ou semblait complètement apaisée. On avait relevé ses cheveux, réparé le désordre de sa toilette et ramassé les tessons. Vaincue par sa violence même, la réaction s'en mêlant, elle gisait, épuisée et geignante dans son fauteuil.
Ce résultat magnifique, et qui surprenait bien la femme de chambre, était dû au magistrat. Pour l'obtenir, il avait eu recours à toute son habileté, déployé une angélique patience et usé de ménagements infinis. Son triomphe était d'autant plus méritoire qu'il arrivait fort mal préparé à cette bataille. Cet incident baroque renversait ses projets. Pour une fois qu'il s'était senti la résolution de parler, l'événement se déclarait contre lui. Il fit contre mauvaise fortune bon cœur. S'armant de sa grande éloquence de palais, il versa des douches glacées sur le cerveau de l'irritable marquise. Il lui administra à haute dose ces périodes interminables qui sont les pelotes de ficelle du style et la gloire de nos avocats généraux. Il n'était pas si fou de la contredire. Il caressa au contraire sa marotte. Il fut tour à tour pathétique et railleur. Il parla comme il faut de la Révolution, maudit ses erreurs, déplora ses crimes et s'attendrit sur ses suites si désastreuses pour les honnêtes gens. De l'infâme Marat, grâce à d'habiles transitions, il arriva au coquin de juge de paix. Il flétrit en termes énergiques la scandaleuse conduite de ce magistrat et blâma hautement ce croquant de peintre. Cependant, il était d'avis de leur faire grâce de la prison. Ses conclusions furent qu'il serait peut-être prudent, sage, noble même, de payer. Ces deux malencontreuses syllabes, payer, n'étaient pas prononcées que madame d'Arlange se trouvait debout dans la plus fière attitude. « Payer !» dit-elle, « pour que ces scélérats persistent dans leur endurcissement. Les encourager par une faiblesse coupable, jamais. D'ailleurs, pour payer, il faut de l'argent et je n'en ai pas. » « Oh, fit le juge, il s'agit de 87 francs. »« Ce n'est donc rien, cela ?» répondit la marquise. « Vous en parlez bien à votre aise, monsieur le magistrat. On voit bien que vous avez de l'argent. Vos pères étaient des gens de rien et la Révolution a passé à 100 pieds au-dessus de leur tête. Qui sait même si elle ne leur a pas profité? Elle a tout pris aux d'Arlange. Que me fera-t-on si je ne paye pas ? Mais, madame la marquise, bien des choses. On vous ruinera en frais. Vous recevrez du papier timbré, les huissiers viendront, on vous saisira. »« Hélas !» s'écria la vieille dame, « la Révolution n'est pas finie. Nous y passerons tous, mon pauvre Daburon. Ah, vous êtes bien heureux d'être peuple, vous. Je vois bien qu'il me faudra payer sans délai, et c'est affreusement triste pour moi, qui n'ai rien, et qui suis forcé de m'imposer de si grands sacrifices pour ma petite fille. » Le magistrat savait sa marquise sur le bout des doigts. Ce mot « sacrifice », prononcé par elle, le surprit si fort qu'involontairement, à demi-voix, il répéta « Des sacrifices ?» « Certainement, reprit madame d'Arlange. Sans elle, vivrais-je comme je le fais, me refusant tout pour nouer les deux bouts ? Nenni ! Feu le marquis m'a souvent parlé des tontines instituées par monsieur de Calonne, où l'argent rend beaucoup. Il doit en exister encore de pareils. N'était ma petite fille, j'y mettrais tout ce que j'ai à fond perdu. De cette manière, j'aurais de quoi manger. Mais je ne m'y déciderai jamais. Je sais, Dieu merci, les devoirs d'une mère, et je garde tout mon bien pour ma petite Claire. » Ce dévouement parut si admirable à monsieur Daburon qu'il ne trouva pas un mot à répliquer. « Ah, cette chère enfant me tourmente terriblement, » continua la marquise. « Tenez, Daburon, je puis bien vous l'avouer, il me prend des vertiges quand je pense à son établissement. » Le juge d'instruction rougit de plaisir. L'occasion lui arrivait au galop. Elle allait passer à sa portée, à lui de l'entrefourcher. « Il me semble, balbutia-t-il, qu'établir mademoiselle Claire doit être facile. »« Non, malheureusement. Elle est assez ragoûtante, je l'avoue, quoique un peu gringalette, mais cela ne sert de rien. Les hommes sont devenus d'une vilainie qui me fait mal au cœur. Ils ne s'attachent plus qu'à l'argent. Je n'en vois pas un qui ait assez d'honnêteté pour prendre une d'Arlange avec ses beaux yeux en manière de dot. »« Je crois que vous exagérez, madame, » fit timidement le juge. « Point. Fiez-vous à mon expérience, plus vieille que la vôtre. D'ailleurs, si je marie Claire, mon gendre me suscitera 1000 tracas, à ce qu'assure mon procureur.
On me contraindra, paraît-il, à rendre des comptes, comme si j'en tenais. C'est une horreur. Ah, si cette petite Claire avait bon cœur, elle prendrait bien gentiment le voile dans quelque couvent. Je me saignerais aux 4 veines pour faire la dot nécessaire. Mais elle n'a aucune affection pour moi. Monsieur Daburon comprit que le moment de parler était venu. Il rassembla tout son courage, comme un cavalier rassemble son cheval au moment de lui faire franchir un fossé, et d'une voix assez ferme, il commença. « Eh bien, madame la marquise, je connais, je crois, un parti pour mademoiselle Claire. Je sais un honnête homme qui l'aime et qui ferait tout au monde pour la rendre heureuse. »« Ça, dit madame d'Arlange, c'est toujours sous-entendu. »« L'homme dont je vous parle, continua le juge, est encore jeune et riche. Il serait trop heureux de recevoir mademoiselle Claire sans dot. Non seulement il ne vous demanderait pas de compte, mais il vous supplierait de disposer de votre bien à votre guise. »« Peste ! Daburon, mon ami, vous n'êtes point une bête, vous !» s'exclama la vieille dame. « S'il vous en coûtait de placer votre fortune en viager, ajouta le magistrat, votre gendre vous servirait une rente suffisante pour combler la différence. »« Ah, j'étouffe !» interrompit la marquise. « Comment ? Vous connaissez un homme comme ça, et vous ne m'en avez jamais parlé. Vous devriez déjà me l'avoir présenté. »« Je n'osais, madame. Je craignais. »« Vite, quel est ce gendre admirable, ce merle blanc, où niche-t-il » Le juge eut le cœur serré d'une angoisse terrible. Il allait jouer son bonheur sur un mot. Enfin, comme s'il eût senti qu'il disait une énormité, il balbutia. « C'est moi, madame. » Sa voix, son regard, son geste suppliaient. Il était épouvanté de son audace, étourdi d'avoir su vaincre sa timidité. Il était sur le point de tomber aux pieds de la marquise.